Dans cet exercice, on s'intéresse à deux fonctions f et g définies sur R par f de x égale exponentielle x et g de x égale 2 exponentielle x sur 2 moins 1. On note CF et CG, les courbes représentatives de f et de g, dans un repère orthogonal. L'exercice s'articule en 3 questions. Je vous laisse le soin de mettre la vidéo en pause pour prendre connaissance de la totalité de l'énoncé. Dans la première question, on montrera que les courbes CF et CG ont une tangente commune en 0, que l'on notera delta. Dans la deuxième question, on étudiera la position relative de la courbe CG par rapport à cette tangente delta. Et dans la dernière question, on étudiera la position relative des courbes de f et de g. Commençons par la première question. Il s'agit de démontrer deux choses. Dans un premier temps, que les courbes CF et CG ont un point commun d'abscisse 0. Et dans un second temps, qu'en ce point d'abscisse 0, elles ont la même tangente delta, dont on donnera une équation. Alors pour vérifier qu'elles ont un point commun d'abscisse 0, il suffit de calculer l'image de 0 par f, l'image de 0 par g, et de se rendre compte que les images sont les mêmes, donc que le point d'abscisse 0, pour les deux courbes, il aura la même ordonnée. f de 0, ça fait exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, et g de 0, ça fait 2 exponentielle de 0 sur 2, moins 1, c'est-à-dire 2 fois exponentielle de 0 qui fait 1, moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire 1. On conclut donc que f de 0 égale g de 0, et du coup que les courbes CF et CG ont un point commun en abscisse 0. On va noter pour l'instant TF, la tangente de f en 0. Elle est donnée d'après la formule par l'équation y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. On connaît déjà f de 0 parce qu'on l'a calculé, ça vaut 1. Il reste cependant à calculer f' de 0. Pour ça, on doit calculer déjà la dérivée de f. f de x est égal à exponentielle x. Sa dérivée, c'est donc elle-même, exponentielle x. Et du coup, f' de 0, c'est aussi égal à 1. Par conséquent, la tangente de f en 0 a pour équation 1 facteur de x moins 0 plus 1. C'est-à-dire, si l'on simplifie, y égale x plus 1. On va procéder de la même manière pour la tangente de g en 0, que je vais noter t indice g. Son équation, c'est y égale g' de 0, facteur de x moins 0, plus g de 0. On sait ici encore que g de 0 vaut 1, il s'agit donc de calculer g' de 0. Pour ça, on va commencer par g' de x. C'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a une exponentielle de 1,5 fois x. Quand on va dériver cette exponentielle, il va sortir un 1,5 devant l'exponentielle. On n'oublie pas le 2 qui était multiplié devant, qui reste toujours là. Et le moins 1, lui, qui est une constante, va disparaître. On obtient donc tout simplement g' de x égale exponentielle de x sur 2. G' de 0 est du coup égal à exponentielle de 0 sur 2, c'est-à-dire exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Inutile de recommencer le calcul, puisque g de 0 et f de 0 valaient tous les deux 1, puisque g' de 0 et f' de 0 valaient tous les deux 1, on va retrouver exactement la même équation pour la tangente en 0. Ainsi, les courbes de f et de g ont la même tangente en 0, que l'on va noter delta, qui a pour équation y égale x plus 1. Passons à la question 2, dans laquelle l'objectif est d'étudier la position relative de la courbe de g avec la tangente delta que l'on a déterminée à la question précédente. On nous demande pour cela de s'intéresser à la fonction h définie sur R par h de x égale 2 exponentielle x sur 2 moins x moins 2. Il y a toute une série de sous-questions qui vont consister à étudier les limites et les variations de cette fonction h pour pouvoir répondre à cette question de la position relative de g et de la droite delta. On commence tout d'abord par les limites, déterminer la limite de la fonction h en moins l'infini. Si on étudie rapidement la limite de cette quantité en moins l'infini, on se rend compte qu'ici l'exponentielle en moins l'infini va tendre vers 0, alors qu'ici le moins x va tendre vers plus l'infini et donc va entraîner l'ensemble vers plus l'infini. Il reste bien sûr à le rédiger. Lorsque x tend vers moins l'infini, la quantité x sur 2 tend aussi vers moins l'infini. Or on sait, d'après le cours, que la limite en moins l'infini de l'exponentielle, c'est 0. Donc par composé, on va obtenir que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x sur 2, c'est égal à 0.
La limite quand x tend vers moins l'infini de moins x vaut plus l'infini. Donc par somme, la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini va donner quelque chose qui tend vers 0 plus quelque chose qui tend vers plus l'infini plus moins 2. L'ensemble tend vers plus l'infini. Revenons au sujet, à la question B. On nous demande de justifier que pour tout réel non nul, h de x peut s'écrire x facteur de exponentielle x sur 2 sur x sur 2 moins 1 moins 2 sur x. Puis une fois qu'on aura établi cette égalité, il s'agira d'en déduire la limite de la fonction h en plus l'infini. Cette factorisation sert en fait à lever l'indétermination, puisqu'on regarde ici, lorsque x tend vers plus l'infini, la quantité 2 exponentielle x sur 2 va tendre vers plus l'infini, et va s'opposer du coup à la quantité moins x qui elle tend vers moins l'infini. Il y a une forme indéterminée, ce qui nécessite la factorisation qui est donnée ici. On factorise par x dans l'expression h de x. Le premier terme va donner du 2 sur x exponentielle x sur 2 pour bien retomber quand on redéveloppe sur du 2 exponentielle x sur 2. Le deuxième terme va être un moins 1 et le dernier terme va être un moins 2 sur x pour pouvoir retomber sur moins 2. Multiplier par 2 sur x ici revient à diviser par l'inverse, c'est-à-dire x sur 2. On peut donc réécrire cette quantité exponentielle de x sur 2 sur x sur 2 moins 1 moins 2 sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x vaut 0, on peut voir cette quantité ici comme étant moins 2 fois 1 sur x. Donc par somme et produit, on va obtenir que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 moins 2 sur x vaut moins 1 moins 2 fois 0, c'est-à-dire moins 1. On s'intéresse maintenant à la quantité exponentielle de x sur 2 divisée par x sur 2. Lorsque x tend vers plus l'infini, la quantité x sur 2 tend également vers plus l'infini. Or, la propriété des croissances comparées sur l'exponentielle nous assure que exponentielle x sur x en plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc par composé, on peut conclure que la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur 2 sur x sur 2 vaut plus l'infini. Vu qu'on a une quantité qui tend vers plus l'infini et une quantité qui tend vers moins 1, on obtient que la limite de exponentielle x sur 2 sur x sur 2 moins 1 moins 2 sur x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Il ne reste plus qu'à conclure par produit. On a la quantité x ici qui tend vers plus l'infini, comme c'est immédiat je ne vais pas la rappeler, et la quantité entre parenthèses dont on vient de déterminer la limite qui vaut plus l'infini. Du coup, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x, c'est plus l'infini fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. On passe aux questions petit c et petit d qui vont nous demander de dresser le tableau de variation en passant bien évidemment par la dérivée de h, qu'il faudra dans un premier temps calculer, puis dont il faudra étudier le signe suivant les valeurs de x, et on en déduira ensuite les variations de la fonction h sur r. Commençons donc par dériver h. On a déjà calculé dans la question 1 la dérivée de cette quantité 2 exponentielle x sur 2. Il y avait un 1,5 qui sortait de l'exponentielle x sur 2 et qui allait compenser le 2 qui était devant. Le résultat donnait donc exponentielle de x sur 2. Ici, après, on a un moins x qui va devenir moins 1 et un moins 2 qui va disparaître. Cherchons à présent sur quel intervalle cette dérivée est positive, c'est-à-dire quand est-ce que l'exponentielle de x sur 2 moins 1 est positive. On se ramène à l'exponentielle de x sur 2 supérieure à 1. Tout est positif, on peut donc appliquer le ln qui est une fonction croissante sur cette égalité et qui va donner x sur 2 supérieur à ln de 1 qui vaut 0. Et donc en multipliant par 2, qui est un nombre positif, donc qui ne va pas changer le sens, on en conclut que h' de x est positif si et seulement si x est positif. De même, on pourrait obtenir une chaîne d'équivalence similaire pour résoudre l'équation h' de x égale 0 et on trouverait à la fin que x est égal à 0, ce qui va nous donner la seule valeur d'annulation de h' de x sur R. On dresse à présent le tableau de signes de h' de x, la seule valeur d'annulation, comme on l'a dit, étant x égale 0, et on a montré que h' de x était positif, là où x était positif. Elle est donc négative sur moins l'infini 0.
On nous demande ensuite à la question D d'en déduire le tableau de variation de la fonction h. Là où la dérivée de h est négative, la fonction h est décroissante. Là où la dérivée est positive, la fonction h est croissante. On a calculé les limites en moins l'infini et en plus l'infini dans les questions A et B. On sait que c'était plus l'infini dans les deux cas. Il ne reste plus qu'à calculer l'image de 0. h de 0 est égal à 2 exponentielle de 0 sur 2 moins 0 moins 2, ce qui fait 2 fois exponentielle 0, c'est-à-dire 2 fois 1, moins 2, c'est-à-dire 2 moins 2, c'est-à-dire 0. On constate de manière immédiate sur le tableau de variation que la fonction h est tout le temps positive, ce qui va nous servir pour la suite des questions. Question 2 petit e, en déduire que pour tout réel x, 2 exponentielle x sur 2 moins 1 est supérieur à x plus 1. Puis question petit f, en déduire la position relative de la courbe CG par rapport à la droite delta. Comme on vient de le dire, d'après le tableau de variation de la fonction h, on a remarqué que h de x était positif pour tout x dans R. C'est-à-dire que 2 exponentielle de x sur 2 moins x moins 2 est positif pour tout x dans R. Ce qui donne, si on ajoute x de chaque côté, 2 exponentielle x sur 2 moins 2 supérieur ou égal à x. Et enfin, en ajoutant 1 de chaque côté, 2 exponentielle x sur 2 moins 1 supérieur à x plus 1. Cette quantité correspond exactement à g de x. On a donc prouvé que g de x était supérieur ou égal à 1 pour tout x dans R. Ainsi, la courbe représentative de g est toujours au-dessus de la droite delta qui avait, on le rappelle, pour équation y égale x plus 1. On retrouve ici le x plus 1 de la droite delta. On termine avec la question 3 qui s'articule en deux sous-questions. Dans un premier temps, on nous demande de développer l'expression exponentielle x sur 2 moins 1 au carré. Et dans un second temps, on nous demande d'en déduire la position relative des courbes CF et CG. Allons-y pour le développement de ce carré. On utilise l'identité remarquable, l'exponentielle de x sur 2 au carré, moins le double produit de ex2 fois 1, plus 1 au carré. Ce qui va donner l'exponentielle au carré, c'est exponentielle de 2x sur 2. Les deux vont donc se compenser et on va retrouver exponentielle x moins 2 exponentielle x sur 2 plus 1. Pour la question 3b, il faut se rendre compte qu'en fait, le carré que l'on vient de calculer faisait apparaître exponentielle x qui correspond à f de x moins 2 exponentielle x sur 2 moins 1 qui correspond à g de x. On a f de x moins g de x. Or, on sait qu'un carré dans R est toujours positif, donc on a la quantité f de x moins g de x qui est toujours positive, c'est-à-dire que f de x est toujours supérieur ou égal à g de x, cela pour tout x dans R. Ainsi, la courbe représentative de f est toujours au-dessus de la courbe représentative de g, ce qui conclut cet exercice.